Je m'appelle Emmanuel Favry. Je suis né en Péronne-les-Binches le 6 août en 1925. Puis que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du directeur, parce que mon premier geste de résistance, enfin voilà, c'est lui qui me l'a donné. Il m'a appelé à son bureau. Avant, donc, je passe l'affaire des examens, j'y reviendrai. Et il m'appelle. Je vous ai appelé parce que vous venez toujours en vélo à l'école. Oui, monsieur le directeur. Eh bien, j'ai besoin de vos services. Oh, je vous en prie, je veux bien. Oui, mais c'est pas facile, hein. C'est un acte dangereux. Oh. En fait, voilà ce que c'était. Il me l'explique, mais pas mot par mot, je ne vais pas tout vous dire, hein. Je prends déjà ce temps ainsi. Il me dit, je vais vous demander de venir faire le vol que nous allons arranger ensemble du registre matricule des élèves. C'était mon premier geste maçonnique, mon premier acte. Les Allemands étaient à l'Athénée, séparés par une plaine de jeux. Et les Allemands dormaient là, dans le réfectoire des jeunes gens. Et j'étais 30, 40 Allemands, là. Et tous les matins, ils partaient ou pas faire leur marche. Ils chantaient Hello, hello, je ne sais pas. Nous chantions avec eux sur Hello, hello, ils iront tous à l'eau. Mais eux, c'est pas ça qu'ils disaient, mais ils étaient contents, bon, ça va. Et ils venaient contrôler, ils avaient prévenu le directeur qu'ils venaient contrôler et qu'il fallait mettre à leur disposition les registres matricules des professeurs et des élèves. Parce que tout professeur qui est là et qui ne serait pas professeur, ils vont voir. S'il est absent, on dit il est absent, il cherche après. Gaston Royot, d'ailleurs, était inscrit, il n'était pas notre professeur. Mais il était inscrit pour le sauver. Et c'est ça que je devais aller voler. On dit, mais j'ai tout préparé, faites comme je vais vous dire. Les registres seront sur la table des professeurs, de la salle des professeurs. Le carreau, l'espagnolette sera mise de manière telle que vous n'aurez qu'à pousser et vous viendrez avec votre vélo vers 11 heures du soir. Tout feu éteint quand vous arriverez sur la plaine. Sans bruit. Vous poussez ça et vous entrez. Oui, je pousse, j'entre. Et alors, je vais faire du bruit si je cache la carte. Là, ça sera cassé et ça sera ouvert. Et le registre sera sur la table. Vous n'avez qu'à prendre le registre. Tout le reste sera fait par moi. Et vous prenez le registre, vous repartez rapidement sur votre vélo, tout feu éteint, vous n'allumerez que quand vous aurez passé le bois. Ce que j'ai fait. Et c'est un petit geste de résistance. Les Allemands sont venus, et tous les élèves, ils n'ont pas su voir les registres, qui avaient passé 18 ans en Allemagne. C'était des doubleurs ou des gens trop âgés en Allemagne. 18 ans en Allemagne. Parce qu'à 18 ans, vous devez avoir votre diplôme. Vous les avez, vous n'êtes pas en Allemagne. Donc j'ai sauvé des copains, sans le faire exprès. C'est plutôt le directeur qui a eu l'idée, mais j'ai été son exécutant. Il l'a fait. Un mois après, il m'a dit, écoute, ramène le livre que je t'ai donné parce que j'en ai besoin. Et je lui ai ramené, c'est tout. Et c'est lui qui m'a donné ce premier acte. Me voilà dans la vie maintenant où je vais être mêlé à la résistance. Mais je l'étais déjà depuis un bon bout de temps. Quand j'ai vécu, et j'ai eu mon diplôme d'instituteur, mais je vivais toujours dans le wagon de chemin de fer. On n'a pas encore rebâti, puisque c'est pas possible. Hein. La guerre n'était même pas finie. Elle a fini en 1955. Les Allemands nous ont quittés un petit peu avant, mais en 1955 seulement qu'elle a été finie. 45. En 1945. Et en 1944, elle n'était pas finie. Ils volaient encore des V5, je ne sais pas comment on disait. Des V1, oui, c'est ça. Ils volaient encore. Donc, on n'avait pas fait les examens, je l'ai expliqué ça tantôt. Bon, alors,
De mon petit wagon, j'allais souvent chez mon oncle et ma tante, qui habitaient Saint-Va. C'est-à-dire, moi, j'avais 200-300 mètres à faire à pied. Mais là, c'était une maison. Et quand j'avais des devoirs un petit peu plus difficiles ou des leçons à apprendre, j'allais chez eux. Et en allant chez eux, voilà que je voyais qu'il y avait souvent un monsieur là. Et un jour, je me dis, mais le monsieur qui est parti, qui c'est ça? Gamin, il faut ni le dire, hein. C'est un résistant. C'est le pitch. Après, j'ai su qu'il s'appelait le pitch. C'est Robert, le commandant Robert. Et, bon. Mais lui, il ne disait rien, il ne parlait pas, il partait. Mais finalement, il a commencé à me connaître. Et moi, j'ai dit bonjour, monsieur. Bonjour, gamin. Voilà. Il a commencé à le connaître, sans savoir encore ce qu'il faisait. Et un beau jour, il me dit, mais il y a un petit service à vous demander. De voir qu'il y avait un brasseur de la Croix-Rouge. Oui, parce que j'avais suivi en plus des cours de Croix-Rouge, donc j'avais un brasseur pour moi aller à l'école à vélo, et on ne m'arrêtait jamais. Comme j'avais ça, je n'ai jamais été arrêté. Et il y en a d'autres qui venaient à pied ou qui descendaient du tram, et on leur demandait leur papier. Moi, jamais. Un brasseur de Croix-Rouge. Après, j'en ai eu un autre de brasseur. C'était par les Belges, obligés par le régime en place. Ils restaient belges, il y en a qui sont devenus parmi eux d'excellents résistants, mais il y en a d'autres qui ont eu peur et qui exagéraient, comme des agents de police qui empêchaient les enfants d'aller dans les prairies cueillir des pissenlits, par exemple. Hein? Combien de fois qu'ils arrivaient à me chasser des lapins chez moi? Un de mes instituteurs et institutrices a besoin d'un lapin tué prêt. Mon père le tuait, on a le lapin. On n'a pas eu faim, de rien. Des lapins, des poules, un cochon, des moutons. Tout chez nous. Et ce monsieur a commencé par me dire un jour, d'un petit renseignement, vous demandez, moi, vous ne pourriez pas me rendre un petit service? Vous connaissez bien Saint-Pierre? Ben oui, je connaissais Saint-Pierre, ma maison. Eh bien, au numéro de la rue de l'Alliance, un tel, vous ne pourriez pas porter ça? Si, monsieur. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Rien du tout. Vous sonnez et vous dites, Robert a donné ça. Et j'ai commencé comme ça. Robert a donné ça. Et je ne savais pas ce que je portais. Puis, je suis informé parce que ça m'intriguait quand même, Robert a donné ça. Puis un jour, il m'envoie une maison, c'était mon oncle, qui était au chemin de fer machiniste. C'est alors que j'ai compris. Et mon oncle, il me l'a dit, mais ils vont faire porter ça, attention, hein, parce que faut pas... Parce que mon oncle, les machinistes, ils savaient, quand il y avait des wagons, que Boel chargeait avec de la houille ou des pièces que le chef allemand de Boel à l'époque, j'ai son nom, il me reviendra. Elle faisait, et c'est lui qui renseignait à des gens que moi je ne connaissais pas, qui pianotaient à Bruxelles, à Londres, pour dire qu'il fallait venir bombarder Ain-Saint-Pierre. La gare de formation, et on venait, il y a eu plusieurs bombardements, et je dois la vie à un de ces bombardements-là d'ailleurs. Bizarre, mais c'est ainsi. Je vais plus loin dans mon explication. Donc, je commence à comprendre Robert et j'avais compris que Robert était un résistant. Et pas un petit. Il était un chef. Le commandant Robert, on disait. Et un beau jour, je vais, comme d'habitude, chez lui, chez mon oncle. Mais ce que j'ignorais, non pas que j'ignorais tout, mais je savais que mon oncle parlait souvent avec son voisin, un certain M. Fichroul. Mais mon oncle, pourquoi parlait-il avec cet homme-là? Parce que comme lui, c'est un Français qui avait fait la guerre de 14-18. Donc il y a eu un lien de sympathie au début, avant que la guerre n'éclate entre eux. C'était un Français, un ancien combattant de la guerre aussi, de 14-18. Ils étaient copains. Mais ce que mon oncle ne savait pas, c'est que ce copain-là avait de la famille en Belgique, notamment un appelé Failly, Roucha Failly. C'est pour lui que j'ai été pris. C'est à cause de cet homme-là que j'ai été pris. Et
Je suis en plein maintenant dans l'affaire qui m'a pris. Je raconte donc ça. Et mon oncle, est-ce que un jour, Robert nous dit, parce que ça il me l'a dit à moi aussi, que lui, Robert, il disait, bah, si ça continue, un jour ou l'autre, il faudra me venir nous. Il me dit, nous. Moi, je n'avais pas d'armes, hein, je n'ai jamais eu d'armes sur moi. Bon, il fallait, ben moi j'étais à l'école, je n'étais pas à faire ce type de résistance. Et je l'ai fait malgré moi. Voilà comment. Mon oncle ayant trop parlé, c'est une bêtise, il s'en va dire à son voisin, sans savoir que le voisin avait des connaissances en Belgique. Il n'en avait jamais parlé. Et il lui dit, tiens, l'homme qui vient souvent à la maison et qui loge chez toi à la maison, c'est un crack, hein. Il va le tuer quand il va passer sur le pont de Bouvy pour aller à la messe du dimanche à Bouvy, quand on passe sur le pont. Et c'était ainsi, et Robert me l'avait dit. Virginia Hunon, quand même. Bon, non, non, je n'ai pas été avec eux, c'est vrai. Je n'ai pas fait ça. Mais lui, sans doute, qui voulait aller, qui voulait, il n'y a personne dans le cas sur aller, il me dit pourquoi. Et il me le dit. Hein? Et quand ça? Bien, dimanche matin. Et on était un vendredi, au mois de mars 44. Et voilà, on dit ça. Et on passe la soirée. Et tout d'un coup, dans la soirée, on entend... dans la soirée, je dis, oui, mais moi je m'en vais. Parce qu'en plus, j'étais réquisitionné par donc, les occupants, même belges, pour surveiller les poteaux électriques, pour voir si des résistants ne venaient pas faire sauter ça, signaler, si tout allait bien. De même pour les voies de chemin de fer. Parce qu'on a fait sauter, à Bois-du-Luc, on a fait sauter des chemins de fer. Mais donc, moi j'ai été mis au courant de ça par Robert. Et là, c'était de la résistance. Pas actif, passif, mais il me le disait. On a fait sauter celui de Trivière, le gros pylône, comme ces pylônes-là de Trivière. J'étais, moi, pour surveiller les pylônes, la ligne de pylônes. Et comme il m'a dit à quelle heure, pendant la nuit, j'ai entraîné les deux autres avec moi vers Binche, Péronne, Binche. Ouf, le pylône a sauté. Il n'y avait personne. Et j'ai fait ça pour des rails aussi, à Bois-du-Luc. Robert me prévenait qu'on allait saboter les rails. Et là, j'ai été avec plusieurs. Il y avait des hommes que je ne connais pas. Hein. Des bas, on est ici de mourir, on les dit travailler, allons voir plus loin. Quelquefois, il y a des gens. Bon. Et on allait plus loin. J'ai éloigné, parce qu'eux ne savaient pas qu'on allait faire ça. Ils ne savaient pas. J'ai éloigné les gens qui devaient surveiller comme moi, plus loin que le lieu. Et tout d'un coup, une explosion. Le rail était sauté. Dit, oh là là, qu'est-ce que c'est de ça? Moi, je m'en vais. Je m'en allais, je savais bien ce que c'était. Voilà. Et me voilà chez ma tante, le 24, je crois. Je ne sais pas, je sais bien, je l'ai mis. J'avais prévu tout ça, mais inutile de tenir ça. Je sais tout raconter. On entend... Plop, 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 plop. C'était des soldats qui couraient le long du mur. Ils sont venus, à mon avis, 20-25, dans un gros camion qui s'est arrêté. Mais avant que le gros camion ne s'arrête, moi je dis au revoir à Robert, je m'en vais faire semblant de surveiller mes lignes quelque parce qu'on avait parfois un contrôle d'un agent de police ou n'importe quoi. Donc je m'en allais. Mais à peine arrivé au bord du chemin, c'est fini. On me crie « Halte là! Plus un pas où je tire! Retournez d'où vous venez et ne bronchez pas! » Je le fais, hein? Je reviens. Je me mets là. Je le dis. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tout de suite, Robert me dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a un homme qui m'a empêché de partir. Non, bon. Écoutez, restez ici avec votre tante. Moi, je pars tout doucement par derrière. Il ouvre la porte de la pièce vitrée, comme celle-là, hein,
et il part dans le jardin. Et après le jardin, c'était un bois, et après le bois, c'était les champs et tout ça. Robert qui dit, restez ici près de votre tante. Hein, et lui, il s'en va. En effet, nous entendons ce que je t'ai dit, des petits pas. Qu'est-ce que c'est ça, ma tante et moi? Mon oncle n'était pas là, il n'était pas encore rentré de son travail. On n'emmenait pas l'arche. Moi, je me dis, qu'est-ce que c'est de ça? Et tout d'un coup, on entend des moteurs encore. Et un petit peu après, pom, 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 on frappe dans la porte. Ma tante ouvre. Hein. Hop, main sur la tête, main sur la tête. Regardez devant vous, regardez devant vous. À la cave, avec chacun, ma tante et moi, une mitraillette, enfin, le bout de la mitraillette dans le dos. Hein. Mitraillette dans le dos et main sur la tête. On descend à la cave. Ils ont tout fouillé. Ils n'ont rien vu. On est remonté. On a fait le même dans les autres pièces de la maison. Puis, on est monté à l'étage. À l'étage, c'est important. Il ne voit rien de spécial, mais il faisait, comme dans tous les greniers, beaucoup de valises, d'un fourbi, là. Ben, ils ont donné des coups de pied dans toutes les valises. Mais elles étaient vides. Donc, hop, elles s'en allaient, on entendait bien, il n'y avait rien qui faisait du bruit. Ils n'ont rien visité, heureusement. On redescend. Quand nous sommes redescendus, quelques instants après, rentrent 3 hommes. Duquesne et 2 feldgendarmes de la Wehrberstel, allemands. Tout de suite, Duquesne m'attrape et m'embarque, les Allemands le suivent, dans la pièce de devant. Donc nous étions à l'arrière-cuisine. Et il nous embarque dans la pièce de devant. Arrivé là, il me donne un coup de lampe de poche, de torche, sur la tête. Je suis tombé. J'aurais pu encore le supporter, mais je suis tombé. Assez. Il veut en donner un deuxième. Et c'est les Allemands qui parlent. Un Kind, nein. Je ne comprends pas beaucoup, un petit peu de flamand, nein, un Kind, j'avais bien compris. Il disait, arrêtez, parce qu'ils voulaient m'en rendre, ils l'ont empêché. Les Allemands ont empêché qu'ils me redonnent un deuxième coup. Et j'ai bien vu, ils ont été déçus. Ils pensaient trouver un homme. Ils venaient pour rattraper Robert, celui qui les avait renseignés, donc celui qui était là en face, qui a téléphoné pour dire que Robert était là. Ils ne le savaient pas, mais ils croyaient que c'était Robert qui voulait s'en aller de la maison. Donc eux, ils pensaient trouver un homme, ils trouvent un gamin de 16 ans. Presque 17, mais pas 17. Et ça se passe ainsi, discussion entre eux, comprend en moitié, et pour finir, on me relève. Et les Allemands sortent, Duquesne sort, et les Allemands restent et ils disent aux soldats qui sont derrière de rentrer dans le camion. Les soldats, ils remontent dans le camion. Puis ils s'en vont. Les 2 chefs les 2 agents de la Wehrberstel, hein, eux, c'est pas Duquesne. Hein. Duquesne, c'est pas la Wehrberstel, c'est Duquesne. Ah. Bon, on se dit, ouf, le voilà parti. Donc, moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est rentrer chez moi, rassurer mes parents. Il y a des fois, je restais chez ma tante pour dormir, mais je leur disais, je ne rentrerai pas aujourd'hui, hein, je vais dormir là. Bon. Et je reviens chez moi, en pleine nuit. Et à ce moment-là, il était minuit et demi. Et sur le bord du chemin, tout d'un coup, à quelques 200 mètres de là, il y avait des petites guérites parce que les gens avaient des petits lopins de terre où ils cultivaient des pommes de terre et venaient surveiller leurs plants de pommes de terre, etc. Et venaient travailler, mettre leur nourriture dedans quand ils travaillaient. Et Robert, c'était Robert. Et je passe, « Mbit !» Gamin, mais ainsi qu'il m'appelle, « Mbit !»« Mbit !»« Aïe, c'est Miss Robert !»« Même, vous êtes encore là ?»
Mais oui, des tout vus. Il a vu une trentaine, bon, moi je dis 25, je n'en ai pas vu 30, mais une bonne vingtaine. Hein. Il a tout vu. Il a vu le camion arriver, il a vu le camion s'en aller, et il était là. Ah, et est-ce qu'on allait maintenant? Ben, on va à ma maison, chez mes parents, parce que je n'ai pas dit que je restais chez ma tante, ils doivent se demander où je suis. Écoutez, oui, d'accord, mais moi maintenant je m'en vais, hein. Je ne vais pas rester chez ta tante, je ne vais plus, hein. Tu les préviendras que je ne vais plus. Mais il faut faire encore il y a encore une chose à faire pour moi. Oui, quoi? Eh bien, demain matin, il faut aller chercher chez ton oncle ma serviette, ma valise. Votre valise, c'est laquelle? Ben, vous le trouverez bien. Il faut ouvrir les caisses qu'il y a là. Mon oncle et ma tante ne savaient même pas. Et dans une des valises, il avait mis un cordon Bedford. Bien, bien mis. Ça fait que quand ils ont donné leur coup de pied dedans, elle a bougé comme tout et ça n'a fait aucun bruit tellement c'était bien calé dans l'angle de la chair. Et il l'avait laissé là. Et c'est ça qui me dit qu'il fallait aller le chercher le lendemain matin. Eh bien, effectivement, le lendemain matin, je vais le chercher. Mais je n'en savais rien. Mais le voisin m'a vu. Le voisin. Il m'a vu partir avec une valise. Vous pouvez me voir partir avec une valise, je ne vois pas. Mais lui, il a en tout cas renseigné Duquesne et son neveu. Son neveu. El Rouch a failli. Et eux, forts de ça, ont prévenu Duquesne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette nuit-là, où je respirais et que je dormais chez mes parents, dans mon wagon, on est venu frapper à la porte, vers 11 heures du soir. Ouf, ils sont rentrés à 3 hommes et Duquesne, ça fait 4. On m'a arraché du lit. Et en pyjama, ils m'ont dit, allez, oh, en avant, dans le wagon. Et ma mère, qui a entendu, s'est levée et elle a juste eu le temps de me jeter un vêtement qu'on venait de m'acheter, un Loden, puisque c'était encore l'hiver et que je retournais à l'école normale pour les examens, tout ça. Hop, elle me jette ça. Ce Loden, le neveu du Ken l'a mis et il a tiré au fusil avec. Il y avait des trous quand il m'a été rendu. Parce que c'est pas tout. Me voilà embarqué. Mais on m'embarque et on me débarque. Il y avait eu un bombardement. On me débarque au numéro 23 de la rue Omer-Lefebvre à La Louvière. Une maison, pour moi, c'est un palais. Je n'avais jamais vu une si belle maison de ma vie. Et je me dis, ça doit être des Richards ici. Parce qu'on m'attrape, couchez-vous là. Et on se couche le long du mur. Il y en avait déjà un ou deux dans les coins. Et je me couche là. Couchez-vous. Je me couche. Et puis, a commencé les interrogatoires. Ça ne fut pas une sinécure. On vous met à genoux sur une chaise, mains liées devant vous, les pieds liés derrière, et une grosse lampe dans votre visage. Vous ne voyez pas qui vous interroge. C'était Duquesne. Après, j'ai eu le temps de le voir. Et c'était Duquesne. Et l'examen a commencé. Si vous répondiez mal, paf, il vous tombe d'abord une baffe d'un homme qui est derrière vous que vous ne voyez pas. Après la baffe, puisque ça n'a pas bien été, c'est un grand coup de poing. Ouf, vous culbutez de la chaise à ce moment-là. On vous rattrape, on vous remet. Et après, c'est des coups de matraque. Et vous êtes à terre, et on vous remet, et vous retombez à terre, votre tête, vos genoux, vos poignets qui étaient liés, et vos pieds liés, et des coups de pied, beaucoup de coups de pied, partout, dans le ventre, dans le dos, partout, dans le visage, partout. Et puis, on vous met
au bord des escaliers, parce que c'est à l'étage, ça, c'est à l'étage. Et au bord des escaliers, on vous donne un bon coup de pied et vous dégringolez tous les escaliers avec tout ça lié. Là, on vous reçoit. Deux hommes, un par les pieds, un par la tête, et on vous repose à votre place. Et après, parfois, on vient vous délier. Bon. C'est ainsi que ça a commencé mon premier jour. Là, j'étais en moule, hein, je ne m'attendais pas à un truc pareil. Et un petit peu après, j'ai fait deux, trois petits gestes que j'aurais peut-être pas dû faire. J'avais entendu au téléphone que à Brassard, un appelant à Brassard téléphonait de Binche. Et eux, ils ne s'occupaient pas des prisonniers. Ah, à Brassard, bonjour. J'avais entendu. Mais je savais qu'à Binche, il y avait un pro-allemand qu'on appelait à Brassard. Fait que je marque sur un petit bout de papier, dire à Robert ne plus aller à Binche. Parce qu'ils avaient dit, à Brassard avait téléphoné qu'il avait aperçu El Pitch à Binche. Et il est là, j'entendais, hein, donc je comprenais. Ben oui, il est là, il se balade dans tout Binche. Ah bon. Et j'ai marqué ça sur un petit papier. Et j'avais demandé le docteur Wallon, mon médecin normal. Il vient, et je lui donne ça dans sa main, sans rien dire. Je donnerai ça à mes parents. Et c'est tout. Le malin, au moment où on ouvre la porte pour sortir, il regarde le billet. Ils l'ont vu, ils l'ont pris. Hop, il remonte en haut. On a recommencé. Et on a recommencé de jour en jour. Et pour finir, comme je n'ai jamais rien sorti, j'ai demandé si je ne pouvais pas avoir une infirmière. Ils m'ont accepté. On va vous envoyer un médecin. Un autre médecin, de leur bord. Et ils disent de leur bord. C'était pourtant un bien bon médecin qui a été décoré après pour sa résistance, mais il a eu des ennuis quand même, parce qu'il venait de temps en temps, là, quand on l'appelait. Et moi, j'avais demandé ce médecin-là, c'est celui qui a mis ma fille au monde, d'ailleurs, en remerciement. Ma fille qui habite la maison d'à côté. Et il vient, et il m'examine. Mon Dieu, petit, écoutez, il n'avait rien de grave, mais il y a un souffle. Et un souffle tout de même, on dirait que vous attrapez une pneumonie. Une pneumonie. Je vais marquer pneumonie, besoin d'infirmière. Mais seulement, je ne reviendrai plus. Si tu demandes encore quelqu'un, je t'enverrai l'infirmière qui travaille avec moi. Je ne savais pas qui était l'infirmière qui travaille avec lui. Bon, l'infirmière. Bon. Toujours est-il que il dit que j'avais besoin d'air. Donc, à ce moment-là, on l'a écouté. On me faisait faire tous les jours une petite promenade avec un homme armé d'une petite mitraillette dans la cour. Et je devais toujours tourner, ne pas parler. Alors, je tournais 5 ou 10 minutes. J'avais pris l'air, comme ils avaient dit, parce que j'avais quelque chose au poumon. C'était une pleurésie sérofibrineuse. Il paraît que c'est la moins grave des pleurésies. C'est ce qu'on m'a dit après, le médecin m'a dit après. Puis, comme j'avais donné un billet au premier médecin, ils ont dit qu'ils allaient faire venir le leur. Et c'est celui que je te dis qui est venu, le docteur Gâteau, qui était pour les maladies vénériennes. Il tenait un peu plus loin que le parc. Moi, c'était avant le parc que j'étais prisonnier. Il fallait passer le parc et puis les arts et métiers de la Louvière. Et la première maison, c'était le centre antivénérien. Et il travaillait là avec une infirmière. Mais je ne le savais pas. Mais cette infirmière, elle s'appelait du même nom que le directeur de Boel, allemand, puisque c'était son mari. Et c'est elle qui travaillait avec le médecin qu'on m'a envoyé. Et elle était en même temps le beau-frère de l'Allemand qui dirigeait le lazaret de Charleroi, où on envoyait tous ceux qui, à Tivoli, ne répondaient pas à ce qu'ils... Ah, Tivoli.
pour Duquesne, il n'arrivait pas à en tirer quelque chose, eh bien, il ne les libérait pas. On les envoyait au lazaret de Charleroi. Là, on les interrogeait à nouveau. C'était soi-disant pour les soigner, mais on ne les soignait pas. Et après, on les envoyait à Brendonck. Ça, c'était la filière normale. Et tout ça, je le savais. On ne m'a jamais envoyé là. On m'a toujours tenu où Duquesne était. Mais il est venu d'autres prisonniers, notamment Louis Laurent. Mon oncle Fernand a été pris aussi à un certain moment, mais lui, il a été relâché avec d'autres. Avec le frère de Robert, il est venu. Marcel Brunel. Lui, c'était Robert Brunel. Marcel Brunel est venu. Un Italien aussi, de Ressé. Et je ne sais pas pourquoi, ils sont partis. Je ne sais pas s'ils sont partis au lazaret de Charleroi ou si on les a vraiment libérés. Mais mon oncle, qui a été pris aussi, repris, a été après libéré. Totalement, lui. Il est rentré chez lui. Eux, je ne l'ai pas su. Et Duquesne, un beau jour, me fait changer de place. On demande à deux hommes de me mettre. C'était une maison avec des escaliers comme ceci, mais plus haut. Il y avait 5 escaliers. Et ça donnait sur une grande estrade, très grande. J'ai su après ce que c'était. Je te le dirai à la fin, si c'est nécessaire. Et moi, je prenais ça pour une maison fastueuse. Hein. En fait, ce n'était pas une maison où on habitait. C'était une loge maçonnique. J'ai su ça bien. Je ne savais pas ce que c'était qu'une loge maçonnique, ni la maçonnerie. Je ne savais absolument pas ce que c'était que la franc-maçonnerie. Maintenant, oui, je sais ce que c'est. Et je sais ce que c'est qu'une loge. Oui, je le sais. Mais là, je ne savais rien de tout ça. Et on me met là. Je me demandais pourquoi. Bon, on vous a mis là parce que vos camarades, vos amis vont venir pour sauver les gens qui sont ici. Et la première grenade qu'ils vont jeter, c'est vous qui l'aura. Et on m'a mis à la fenêtre. J'attendais. Ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu de grenade. C'est peut-être eux qui avaient inventé ça, je n'en sais rien. Ça n'a jamais eu lieu. Et par contre, d'autres prisonniers, parmi lesquels j'en connaissais 2, Louis Laurent. Et Louis Laurent a été tout de suite pris pour aller faire une course pour eux, avec moi. On nous prend, tous les deux. Les deux étudiants, parce que Louis venait à l'école normale aussi. Il a été pris parce que chez lui, on avait trouvé une photo où il tirait au fusil. Et chez lui, il y avait eu l'attaque, mais une attaque truquée, du financier du Bon Grain, fabrique de pain Le Bon Grain. Et en face, il y avait un café où les gens allaient boire un verre, et Louis habitait là chez sa tante. Et Louis et un appelé René Burion, tous les deux de Morlanoué, Marimont-Morlanoué, m'avaient demandé de leur donner un petit coup de main pour aller prendre l'argent de ce monsieur quand il allait le déposer à la banque. Mais c'était en accord avec ce monsieur. Donc c'est un faux rap. Nous avons simulé un rap. Et moi, avec mon vélo, j'ai pu partir vite avec l'argent, le déposer à la maison de René. Mais on n'a pas vu René rentrer chez lui avec un sachet. C'est moi, avec mon argent. Et puis moi, je suis repassé, je les ai rencontrés qu'ils allaient à pied. Ils disent, bon voilà, ça va, c'est un coup de main que je leur avais donné. Ils m'avaient demandé, ils savaient bien que moi j'avais un vélo. Hein. Eux n'en avaient pas. Et voilà, ça a été fait aussi. Des petits faits comme ça, j'en ai fait beaucoup. Et en grandissant, donc j'en ai fait d'autres. On nous met là. Et on dit à Louis et à moi, les étudiants, venez par ici. On dit, ça y est, ça recommence. Mais non, parce que de temps en temps, on remontait entre-temps. Hein. Je vous dis ça, mais une fois, de temps en temps, on remontait, on recommençait. Quand il en arrivait des nouveaux, vous connaissez celui-là? Non, jamais vu. Louis, j'ai dit que je l'avais jamais vu. Ben, je suis dans l'école avec moi. Et lui, on l'a menacé, on allait le tuer à 6 heures du matin. Il s'est mis à pleurer, parce qu'il avait déjà une petite copine. Une petite Yvonne, je le vois encore pleurnicher. Bon, attends, Louis, attends, allez, sois un homme. Allez, on ne pleure pas ici, allez,
Attends, on va voir au matin. Au matin, il n'a rien eu. Il est resté. Et on nous appelle. Et on nous fait monter dans une camionnette. Bâchée. On se demande, est-ce qu'on s'en va, hein? Et on est allé à la maison c'est pas la maison du peuple, là. Ça ne s'appelle pas la maison du peuple. On est allé à Oudin, où au grand carrefour d'Oudin, aux 4 chemins, il y a des cafés sur la droite. Et là, il y a une salle de spectacle, et il nous fallait aller chercher les chaises. Et Louis et moi, nous avons chargé toutes les chaises dans la camionnette. On nous a ramenés à la Louvière, en fermant. Nous regardions, nous ouvrions un petit peu et on voyait des gens, mais rien. On a dû ramener ça à la maison du peuple de la Louvière. Avant, c'était la maison du peuple sur la place. Maintenant, il n'y a plus de maison du peuple. Et c'est une autre maison, ça s'appelle autrement. Nous avons déchargé ça et on nous a ramenés. Mais, avant de partir, on nous a fait signer un papier. Et sur ce papier, il faisait écrit « Libération conditionnelle ». Nous avons signé le papier. Et on se dit oh, « On va nous libérer ». On pensait ça. Et quand nous sommes rentrés, on nous a redemandé nos papiers et on les a déchirés. C'était une précaution que Duquesne prenait pour se justifier vis-à-vis de la Werbechtel. Parce que tout qui entrait là était inscrit à la Werbechtel. Et donc, il devait des comptes avec les gens qui étaient là. Ils devaient rendre des comptes de ce qu'ils en faisaient à la Werbechtel. Et la Werbechtel occupait 3 filles, 3 petites jeunes filles que j'avais connues au conservatoire. Liliane Hannig, Jeannie Lorenz Liliane Hannig, Jeannie Lorenz et Renée Fumière, 3, qui ont été, on les a tondues. Moi, j'ai refusé d'aller les tondre. Elles m'ont sauvé la vie, plusieurs fois. Elles savaient bien que je faisais de la résistance. Elles l'ont vu, puisque j'ai été pris par Duquesne. Et j'ai été pris, avant déjà, j'ai déjà été pris une fois, je chargeais des branches d'arbres après un orage pour mes parents. Et une auto qui passe, et moi j'étais dans le champ, scier la branche. Mon père transportait ça parce que c'était trop lourd pour moi. Et mon père me crie « Bougez-vous, gamin !» Parce qu'une auto s'arrête et un homme avec un fusil à la fenêtre m'interpelle. « Venez par ici !» Il ne peut pas dire « Ne vous sauvez pas » parce qu'il a un fusil. Effectivement, on m'a embarqué à la Werbechtel. Arrivé là, on me met dans la salle d'attente. C'était la maison des loisirs que je connaissais, donc je m'assieds là. Mais voilà qui passe Renée Fumière. Elle me regarde. « Manu, qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne sais pas. On m'amène ici. Attends, reste là, hein, ne bouge pas. S'il y en a une autre qui passe, ne bouge pas. Elle part. 5 minutes après, elle me dit « Tu peux partir. » Elle a dit qu'elle me connaissait, que j'étais un bon garçon. Elle est partie. Moi, je savais qu'elle était la fille d'hommes réquisitionnés par les Allemands pour aller, les chemises noires qu'on les appelait. Ils sont allés à Tcherkassy lutter avec les Allemands contre les Russes. Et ainsi, ils avaient un pécule pour envoyer à leurs femmes nourrir leur famille. Mais le pécule, c'est pas ce que les Allemands leur donnaient, ça je n'en sais rien. Et la famille, elle vivait péniblement. Ça, c'est certain. Et ces filles-là, toutes seules, ont fait du plat à des officiers allemands. Ça fait qu'elles travaillaient avec eux, c'était les employés de la Werbechtel, toutes les 3. Mais elles en ont sauvé combien comme ça? Moi, je sais bien qu'elles ont sauvé des gens. Il y en a qu'elles n'ont pas su sauver. Ça, ce que Duquesne envoyait, c'était très difficile, hein, puisque lui les envoyait au lazaret de Charleroi. Mais ceux qui passaient là et qu'elles ont su, enfin ceux qu'elles connaissaient, elles ne connaissaient pas tout le monde, mais moi, elles me connaissaient bien. Et j'ai été repris une autre fois, même après mon passage chez Duquesne, j'ai encore été repris une fois, comme ça, parce qu'il fallait contrôler. Ils n'étaient pas encore partis, les Allemands, il y a encore des V1 qui tombaient. Et c'est Jeannie Lorenz qui m'a fait sortir. J'ai retrouvé une de ces filles-là lors d'un voyage scolaire après, dans la vallée
du Oyou. Et là, j'étais avec les élèves, les institutrices, les instituteurs. Je leur dis avancez, avancez, parce qu'en passant, il y avait deux femmes d'une petite maison blanche, isolée, et deux femmes qui se parlaient. Il y en a une, des maintenant, je vous dirais, Lélie en Annick. Je leur dis avancez, ne vous occupez pas de moi. Alors, quand ils étaient plus loin, j'ai mis mes mains comme ça, en parlant, j'ai crié Johnny! Pas Lily en Annick, Johnny Lorenz. Johnny! Et la femme s'est retournée. Oh, ça allait. Et on s'est embrassés. Celle qui travaillait avec les Allemands, avec deux autres. Mais elle parlait à une autre qui n'était pas celle-là. Et j'ai eu le temps de lui demander, bon, qu'est-ce que tu fais? Bon, je balaye au théâtre de Namur. Elle était balayeuse au théâtre de Namur. Et c'est tout, j'ai parti, je ne l'ai plus revue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais là, je l'ai revue, après la guerre. Elle vivait encore, elle balayait. Ben, elle méritait des punitions peut-être, mais ils nous font signer les deux papiers et on comprend. Le lendemain, la même chose. Hop, les étudiants, là, hop. Et on nous redonne un papier ainsi à signer. On se regarde. Et puis quand nous avons fait notre devoir, nous avons repris les chaises à la Maison du Peuple pour les reconduire à Oudin. Et nous, on se dit, ce coup-ci, ça y est. C'est pour ça qu'on nous a donné un autre papier. Il fallait terminer le travail. Arrivé là, déchire le papier. Et donc, avec Louis, nous avons eu 2 fois un papier. Ça n'en servait à rien. Et il faisait marquer libération conditionnelle. Et après, parce que ma libération, tu ne l'as pas encore entendue. Hein. Non. Mais tu sais déjà que ces papiers de libération conditionnelle, ça ne sert à rien. C'est une justification pour Duquesne vis-à-vis des Allemands, vis-à-vis de Wehrberchtel, si nous nous sauvions. Là, ils ont été libérés, mais c'était conditionnellement. Bon, nous y reviendrons tantôt à ça. Bon, ça commence à se perdre dans ma tête. Pourtant, je suis toujours prisonnier, moi. Hein, oui. Oui, ça n'a pas été si simple que ça, d'en sortir. Et qu'ils me mettent à l'avant, on allait venir faire sauter les affaires. Ça n'a pas eu lieu, et malgré tout, je reste là. Mais arrive un bombardement, le bombardement de 24 mars, de la gare de formation d'Anne-Saint-Pierre, qui, entre-temps, le médecin m'avait envoyé son infirmière, Madame Graniche, donc la femme du directeur de Boel, et la belle-sœur du directeur de l'hôpital de Charleroi, du lazaret de Charleroi. Moi, je me méfiais d'une femme ainsi. Mais elle a même voulu me faire partir où son beau-frère se trouvait. Elle est venue, elle m'a dit, quand elle m'a vu, elle m'a dit « Oh, qu'est-ce que c'est de ça? Oh, un petit gamin, un gamin. » Elle a soulevé mon pyjama qui était plein de sang, plein de pu. Je l'ai porté 3 mois, ce machin-là. Le même. 3 mois. Et elle était scandalisée. Je dis, ouais, mais, grande niche, scandalisée. Dans ma tête, ça. Hein? Elle fait ce qu'elle peut. Bon, écoutez, je vais vous faire aller à l'hôpital de Charleroi. Il va venir des messieurs et il faut partir avec eux. Mais moi, ça ne m'a pas convenu. Parce que je savais bien ce que c'était que l'hôpital de Charleroi. C'était l'antichambre de Brendonck. Est-ce qu'elle était sincère? Et quand tu seras là, tu seras libéré. Je n'y ai pas cru. Donc, je n'ai pas accepté. Elle est venue. 2 jours après, elle est venue 2 hommes de là-bas. On vient chercher votre prisonnier. Instituteur, là, on vous appelle. Hop, tout le monde dit, ça y est, ça recommence que des... à ceux qui étaient là. Mais c'était pas ça. C'était 2 hommes qui venaient me chercher. Non, monsieur, je suis bien ici. Je leur ai dit qu'il était bien. C'est de Ken, la stupidité, hein. Je suis très bien ici, monsieur. Mais non, je ne quitte pas. Je suis bien. Alors, ils me voyaient. Ils voyaient bien que j'étais pas bien. Et ils savaient, puisqu'on les avait fait venir. C'est qu'elle avait téléphoné à son beau-frère. Mais je ne sais pas. J'ai peut-être mal fait.
si j'avais accepté, peut-être qu'on m'aurait libéré là, mais je n'y crois pas trop. N'y crois pas trop, parce que des Allemands, c'est des Allemands. Hein. Et elle devait encore vivre après elle. Hein. Il ne fallait pas qu'on la fusille. Hein. Donc voilà. Ma libération. Ah, Robert, je t'ai dit qu'il m'avait dit d'aller chercher une valise. Cette valise, on m'a vu sortir avec. Et j'ai été la porter où il m'a dit, chez Kessinger, à Péronne. À la maison qui m'a dit, chez Charles Kessinger, j'ai porté la valise. Donc ça, c'est fait. C'est réglé. Bon. Je suis toujours là. Comment est-ce que j'ai pu me sauver? Eh bien, voilà le bombardement d'Anne-Saint-Pierre, du 24. Les bombes tombent et il ne reste plus un camion, un wagon disponible pour les Allemands. Ça, c'est un succès total. Mais quelques bombes les avions commencent à dépasser l'objectif et laissent tomber des bombes sur la Louvière. Tout de suite, les résistants qui pianotaient téléphonent à Londres et signalent que les avions sont au-delà de l'objectif et que ça tombe des bombes sur la Louvière. Effectivement, il y a eu des tués. Papa Michel Debeau, qui était un ancien bourgmestre, a été tué. Bon. Donc, c'était cette nuit-là, c'était pendant la nuit, des fusées éclairantes, des avions, pour voir leur objectif. On leur dit ça, donc ils en lancent encore pour retrouver l'objectif. Mais ils reçoivent l'ordre, ça je l'ai su après, de cesser de bombarder, puisqu'ils n'étaient plus sur l'objectif, de revenir rapidement en se délestant. Parce que la flotte, l'aviation allemande approchait. Donc ils devaient se délester, eux. Or, il leur restait 8 bombes. Ils étaient 8, ils avaient encore chacun une bombe. Mais il y a un appareil qui permet de déconnecter la bombe. Et de déconnecter, allégez-vous, donc les laisser tomber. C'est des bombes de 800 kilos. Mais elles n'explosent plus. Il y en a qui ont explosé avant et qui ont abattu des maisons à la Louvière et qui ont tué des gens. Et les 8 qui restaient, il y en a une qui est tombée où je me trouvais. Ça fait une déflagration extraordinaire. Tous les carreaux ont volé aux éclats, l'escalier où se trouvaient mes geôliers cassé par la bombe qui n'a pas explosé. Et moi, je me trouvais là, près de la fenêtre, qui a volé aux éclats. C'est ma dernière chance. Et c'est une nuit dantesque. Je dis, les fusées éclairantes, la flaque allemande qui tirait après les avions, des gens qui hurlaient, des maisons qui s'écroulaient, des gens qui pleuraient, et tout le monde se sauvait. Et je me mets dans les gens qui se sauvent et qui crient partout, ils s'interpellent. Je me mêle à ces gens-là, je passe le parc et je m'en vais directement jusqu'au centre antivénérien. Là, il y avait un mur. J'essayais de grimper au mur, n'arrivais pas. Il y a un homme qui passait, poussait un petit coup, monsieur. Hop, l'homme m'a poussé un petit peu et je suis tombé dans le jardin, de l'autre côté du mur, après les arts et métiers. Et j'ai là, je me suis tenu quoi. Et au matin, quand tout doucement l'aube venait, je suis allé m'asseoir sur les escaliers de la porte de derrière. Et est arrivée Madame Graniche, qui a ouvert la porte. Elle m'a accueilli comme ça, dit, petit sale gamin. Rentrez, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne savez pas, nous serions fusillés ici, et on vous trouvait ici. Madame, comment voulez-vous, je vais m'en aller comme ça? Je vais m'en aller comme ça. Madame, montez en haut et ne faites aucun bruit. Je vais attendre le docteur, on verra bien ce qu'il dira. Et j'ai fait escalader, je suis monté au grenier, pas de bruit. Et le docteur il est venu me voir tout de suite. Même petit, il m'a tenu à peu près le même langage, mais plus gentiment. Même petit, mais tu te rends compte, si on te trouvait ici, mon infirmière et toi, et moi, on est fusillés. Docteur, je saurais sortir comme ça? Non. Attends, reste ici. En midi,
Je vais revenir. La femme, elle va rentrer manger. Je reviendrai à midi quand elle sera partie. Et je vais t'apporter à manger. Effectivement. À midi, il est venu, il est monté et j'ai mangé là-bas. Mais tu restes ici. Parce qu'elle sait bien que tu es ici. Oui. Tu restes ici. Et tu ne bronches pas. Tu vas entendre du bruit en bas, mais tu ne bronches pas. Je suis resté. Et il m'a dit, et au soir, je reviendrai encore. Il est revenu au soir. Il m'a porté un pantalon. C'était un petit homme, gros, qui met les enfants au monde. Là. C'est lui qui a mis notre fille au monde après. Ah ben, on a demandé à ce qu'il vienne. Il est venu par reconnaissance. Il m'a apporté un pantalon. On en aurait mis deux comme moi dans son pantalon et il m'arrivait jusque-là. Il m'a apporté une veste que j'ai mis au-dessus de ma sale veste. J'étais noyé là-dedans, hein, mais enfin, en faisant ça. Il m'a dit, écoute, tu ne sais pas faire plus. Je t'apporte ça. Et j'allais au cours avec sa femme et sa fille. C'est ainsi que j'avais récité, moi c'était des chanteuses surtout, sa femme et sa fille, avec Madame Roch, aux Amitiés françaises, on avait ça. Et c'est ainsi que c'est le professeur, président des Amitiés françaises, qui m'avait mis tout près d'une fille, à la seule place disponible, au lieu de reculer le banc et de me mettre ailleurs avec le garçon. Non, il m'a dit, mettez-vous là. Mais il me connaissait, puisque j'avais été aux Amitiés françaises réciter. Et voilà. Et je suis parti. J'ai attendu la nuit. Le docteur est venu. Mais je ne sais pas faire plus, mon garçon. Après la guerre, on verra. Et je suis parti. Et je n'ai été arrêté par personne, mais j'étais prudent. Et je suis arrivé chez un ami, René Burion, qui faisait un petit peu de résistance aussi avec moi partout. Et là, j'ai respiré, j'ai mangé. Et le lendemain matin, je suis retourné chez moi avec des vêtements à René. Librement. Hey, j'ai encore été repris après. Parce que les Allemands n'étaient pas encore partis. Duquesne n'est plus venu. Hein. C'est des autos qui passaient. Et il y avait eu un orage, on m'a pris et on m'a mené. Mais là, tout de suite, une des filles, quand elle m'a vu là, m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, je n'ai rien fait. Je dis, mais je n'avais pas ma carte d'identité sur moi, ça fait qu'on m'a pris. Ah, attends, reste là. Et elle m'a fait attendre, et puis elle est partie. Et voilà, ma vie.